Quand l'avenir est sans espoir, on finit par entrer dans un cercle vicieux de déprime qui ne s'arrête pas. Alors c'est un constat que j'ai fait assez récemment, qui est apparu à moi comme une espèce de révélation. Il y a beaucoup de gens de mon âge, de ma génération, dans la vingtaine, qui sont dans un état de vide. Ils ne savent pas trop où est-ce qu'ils vont, ils subissent le temps et dépriment de cette situation. Et très souvent, face à ce sentiment, on leur pointe de faux problèmes. Alors on leur dit c'est à cause de TikTok, des réseaux sociaux, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils suppriment les réseaux sociaux, puis ils voient que c'est toujours là. Puis après on leur dit mais non mais c'est la faute des jeux vidéo. Alors ils arrêtent, mais c'est encore là. Et puis ils finissent dans une situation d'incompréhension, dans un piège qui est infernal. Et justement, à l'heure où j'écris cette vidéo, ce sentiment il est plus présent que jamais parce qu'il correspond aux résultats reçus durant ces études. Là, tout de suite, maintenant, il y a énormément de personnes perdues qui se demandent où est-ce qu'ils vont. Alors on a celle où la personne fait des études qui lui plaît, mais n'a pas réussi ses examens, ce qui du coup la plonge dans un désespoir profond. Il y a l'autre scénario où la personne a réussi mais fait des études qui ne lui plaisent pas et du coup il y a quand même un goût amer qui s'installe et on a l'autre scénario où c'est les deux, c'est-à-dire que non seulement la personne fait des études qui ça plaît pas trop, mais en plus n'a pas réussi ses examens et même chose, il y a une sorte de déprime qui s'installe. Et en fin de compte, ça va même plus loin que les études. Ça s'applique à ceux, par exemple, dans le monde du travail, qui sont obligés de faire un taf qu'ils détestent. Ça s'applique également à ceux qui viennent de se faire quitter, incapables de se projeter dans l'avenir, parce que se projeter dans l'avenir, ça inclurait voir un futur sans cette personne, ce qui est un déchirement pour le cœur. Ça inclut encore tellement et tellement de monde. Des gens qui se retrouvent complètement aliénés à eux-mêmes dans un état de déprime. Et ne sous-estimez surtout pas ce sentiment, ne le banalisez pas, parce que le problème, c'est qu'il vous tue de l'intérieur. C'est pas juste une passe trop prolongée et votre vie peut devenir littéralement un terrain d'angoisse. D'ailleurs, il y a un psychiatre américain qui s'appelle Aaron Beck qui a théorisé la chose en la présentant sous le schéma de ce qu'il a appelé la triade cognitive de Beck. Qu'est-ce que c'est que ce schéma? Je vous l'affiche à l'écran. Ça commence par une vision négative de l'avenir qui mène à une vision négative de soi-même, et qui mène ensuite à une vision négative du monde, et ça fait un putain de cercle vicieux, quoi. Regardez, je vais illustrer la chose et je vais vous parler un peu de moi. Récemment, je me suis fait quitter, voilà. C'est emmerdant, c'est dur, ça fait des mois que c'est passé, et rien n'a changé, je suis toujours dans le point de départ, voilà, il y a rien qui a évolué. Bon, en fait, le problème, c'est qu'il faut savoir que j'ai horreur d'être passif, de subir les choses, d'être dans un état végétatif où tu es juste là, comme ça, en train de déprimer, de subir ça. Je préfère sincèrement, quitte à faire quelque chose, je vous le dis, je préfère sincèrement me bourrer la gueule que de rester là, assis à déprimer. Mais du coup, pendant ce temps-là, suite à la rupture, il y a beaucoup de choses qui sont assez déplaisantes de ma vie qui sont ressorties, et j'ai décidé de chercher, de voir pourquoi, ça faisait plusieurs mois comme ça, que il m'était impossible d'avancer. Et c'est là où je suis tombé sur le concept de la triade cognitive de Beck qui décrivait mot pour mot la situation dans laquelle j'étais. Commençons par la vision négative du futur. C'est peut-être dans mon cas la chose la plus dure parce que voilà, j'ai toujours eu tendance en fait dans ma vie de tous les jours à me projeter. C'est-à-dire que la plupart de mes projets sont dans le futur. Et justement dans mon cas, cette vision négative du futur elle se traduit par le fait que je ne retrouverai jamais quelqu'un comme elle. Ça a l'air d'être bateau dit comme ça, mais au fond c'est très sincère. C'est-à-dire que je ne retrouverai jamais quelqu'un comme cette personne. Je trouverai peut-être une autre personne avec ses défauts, ses qualités, mais ça va forcément donner une situation complètement différente, un couple complètement différent, dans la mesure que c'est pas la même personne. Donc là, quand je dis que je ne retrouverai jamais une personne comme elle, ça veut pas dire que je ne retrouverai jamais une personne qui est parfaite comme elle, non, ça veut dire que juste je ne retrouverai plus cette personne, voilà, ça veut juste tout simplement dire ça. Sauf que du coup, dans l'état actuel des choses, ça me va pas tellement parce que, je me rattache à ce qu'il y aurait pu y avoir, à ce qui aurait pu se passer, toujours, voilà. Cette vision, il aurait pu se passer ça, ça aurait pu être comme ci, comme ça. C'est con dire comme ça, mais voilà, j'aurais pu avoir des gosses avec elle, genre on aurait pu visiter le monde, tellement de choses qu'on aurait pu faire. Et ne pouvant plus faire ces choses, eh bien ça fait que toute projection vers le futur, c'est littéralement un supplice, parce que ça induit l'idée que c'est fini, parce que quand t'imagines ton futur, t'imagines tous les éléments. En fait, ton futur, il vient pas, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais il n'est pas basé sur rien. C'est-à-dire que le futur est induit par le présent, par les actions que tu fais maintenant. Et là, dans mon présent, dans mon cas, la personne n'est pas là. Donc c'est-à-dire que dans mon futur, je peux pas l'imaginer avec cette personne. Donc vous voyez là le problème qu'il y a. Donc ça donne le premier point, la vision négative du futur. Ensuite, ça mène à la vision négative de soi.
on se dit, bah voilà, bon bah je me dis, il y a sûrement un truc qui cloche chez moi. Dans mon cas, ça m'a amené plus loin que juste cette rupture. On se dit, mais merde, quoi, peut-être qu'au fond c'est mérité, j'ai pas su tenir un couple, je n'arrive pas à passer à autre chose, j'ai d'autres trucs, où là j'ai pas forcément envie de parler, et ça finit par altérer en fait sa confiance en soi. Donc ça donne une vision négative de soi, et puis ça mène à la vision négative du monde, et là dans mon cas, il n'y a qu'à voir la gueule de mes dernières vidéos. Alors je m'en suis rendu compte après coup, mais en fait, dans cette vision négative du monde, tu finis par dire, bah le couple, je n'y crois pas, les relations, ça ne mène à rien, ça finit forcément mal, parce que soit tu t'ennuies en fait, soit tu souffres dû à une rupture. Un peu comme Schopenhauer au final, soit tu t'ennuies, soit tu manques et tu souffres. Donc en fait, soit tu souffres, soit tu souffres. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais c'est littéralement ça, il avait raison sur ce point-là. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur le bonheur et la souffrance, parce qu'en fait, j'ai l'impression que dans cet état-là, les choses t'apparaissent telles qu'elles sont vraiment. Vous savez, je l'ai déjà dit, mais le bonheur, c'est lié à la non-pensée. C'est-à-dire que quand tu es heureux, bah t'es un peu un imbécile. Enfin, non, t'es pas un imbécile, t'es un peu imbécile, c'est différent. Alors c'est pas méchant, ça veut pas dire que t'es débile, que t'es complètement bête, mais je veux surtout dire que, par exemple, quand t'es dans une relation avec une fille et que ça se passe bien, bah t'es un peu comme un con, comme ça devant ton téléphone, tu te sens invincible, comme si rien ne pouvait t'atteindre, et d'un coup, bim, la vie te donne une gifle qui te ramène dans un état de malheur, mais dans un état qui est réel. Il y a réellement une forme d'imbécilité dans le bonheur. Et bref, c'est ça la triade cognitive de Beck. Alors, j'ai parlé du couple, mais tenez, je vais l'appliquer à vos études. Mettons Sarah. Sarah est dans des études qu'elle n'aime pas. Voilà, elle a choisi de faire du droit parce que bon, on sait pas pourquoi, mais c'est très souvent la solution par défaut quand les gens vont à la fac. Sarah a choisi de faire du droit, donc elle est en 2e année. C'est pas horrible, mais bon, c'est pas sa passion, c'est pas sa grande passion. Sauf que le problème, c'est que c'est un peu galère de réviser parce que quand ça te passionne pas, bah la motivation est pas là. Et le truc, c'est qu'il suffit que tu ne sois pas assez discipliné, t'auras tendance malheureusement à procrastiner. Sarah a donc passé son examen et contre toute attente, elle l'a loupé. Bim, vision négative du futur. J'ai raté mon année, vers où je me dirige, l'avenir devient une source d'angoisse parce que t'as peur, tu sais pas où tu vas dans une espèce de flou absolu. Tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Est-ce que je me réoriente? Est-ce que je redouble une année? Est-ce que je repasse comme ça encore une année que j'ai pas aimé, que j'ai pas apprécié, je faisais pas ce qui me plaisait? Tu vois, tu te poses comme ça plein de questions et t'as forcément une vision négative du futur qui s'induit. D'ailleurs même, tu te dis je vais me réorienter, mais où est-ce que tu vas te réorienter? Tu sais pas. Donc ça t'angoisse tout ça, qu'est-ce que je vais devenir? Bah ensuite, ça mène à une vision négative de soi, bah je suis nul, j'y arriverai jamais, j'ai beau essayer, ça ne marche pas, j'ai beau me forcer, ça ne marche pas, peut-être que je suis pas fait pour les études, après tout, regarde, les autres y arrivent, moi j'échoue, et ça finit par mener à une haine du monde. De toute façon, les profs en ont rien à foutre, ils nous calculent même pas, puis le système est mal foutu, et même le système dans sa globalité, pourquoi le travail rime avec malheur? On dit que le travail vient de tripalium en latin qui signifie un instrument de torture, bah je comprends bien pourquoi, bah tout ça, ça renforce la dépression. Plus Sarah pense de cette façon, moins elle aura d'énergie pour réviser ou entreprendre autre chose, plus ça augmentera son risque d'échec, plus ça renforcera cette croyance. C'est un cercle vicieux. Et c'est pareil pour tout le monde, la triade, cette triade elle est vicieuse. Alors chacun vit ça différemment, ça se traduit par un sommeil chaotique, un ressassement des souvenirs, un refus de toute aide, de tout soutien. Et la première chose à faire, c'est d'être indulgent. En fait, si je vous parle de ça, c'est pour que ceux qui sont dans cette situation puissent au moins la comprendre, parce que avant même de vouloir évoluer, avant même de pouvoir évoluer, il faut comprendre. Et en y repensant, je me dis que cette situation, elle est de l'ordre du tragique. Je m'explique. Le tragique, c'est quoi? C'est le registre où un individu prend conscience de son destin qui s'impose comme une fatalité. On va prendre le très connu mythe d'Œdipe. Donc dans ce mythe, les parents d'Œdipe apprennent par l'oracle celui-ci que leur fils tuera son père et épousera sa mère. Destin figé, les parents tenteront de le fuir et abandonneront leur gosse, sauf qu'après quelques années plus tard, une fois qu'Œdipe est devenu adulte, eh bien il croisera sur sa route un vieil homme. Et suite à une altercation avec celui-ci,Œdipe le tuera. Quelques temps plus tard, suite à plusieurs aventures, il battra la Sphinx. Pour ceux qui ne savent pas, la Sphinx c'est le féminin du Sphinx. Et il se verra offrir le trône de Thèbes et la main d'une veuve nommée Jocaste. Sauf que, figurez-vous, tiens comme par hasard, le vieil homme queŒdipe a tué, c'était son père, et cette femme, c'était sa mère. Ils auront tenté toute leur vie de fuir leur destin, sauf que celui-ci s'est abattu sur eux,
Eh bien, c'est ça le tragique. Et si je vous parle de ça, c'est que dans la triade cognitive de Beck, il y a un aspect tragique, voire fataliste, qui vient s'abattre sur nous. Dans le cas d'une rupture, par exemple, tu sais que c'est fini et que tu pourras jamais rien y faire. Et tu vois du coup ton futur comme une vision d'horreur où tes rêves iront à néant. Alors là, le futur s'abat sur toi et il te dirige. Pour le deuil, par exemple. Au final, c'est la même chose. Tu viens de perdre une personne, mais tu savais que tôt ou tard ça arriverait. Mais au final, c'est arrivé aujourd'hui, pas hier, pas demain. Aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, sans que tu t'y attendes. Pourtant, au fond de toi, tu savais que ça arriverait tôt ou tard. Et maintenant, tu dois faire ta vie et ton futur sans pouvoir la concevoir avec cette personne. Alors tu te mets à détester le futur et à détester toi pour ne pas avoir passé assez de temps avec cette personne. Et puis hop, ça se conclut par une détestation du monde. Tu te dis, mais putain, pourquoi il me donne cette foutue paperasse que je dois remplir? Est-ce que c'est le moment pour que je remplisse ça? Et c'est ça au fond le tragique qu'il y a avec la déprime, c'est que ça bat comme un fatalisme et tu as l'impression que tu ne pourras et tu ne t'en sortiras jamais. On aura beau te donner des conseils, c'est voué à rien parce que tu te dis au fond de toi, à quoi bon? Voilà, à quoi bon? Tu n'as plus d'espoir. Les jours s'abattent les uns après les autres. C'est un peu comme les bâtonnets qui mettent les prisonniers pour compter les jours. Tu vois, ils en mettent 1, 2, 3, puis ils barrent. C'est un peu la même chose. Sauf que la différence, c'est que le prisonnier, il a de l'espoir. Il sait quand est-ce qu'elle se finit sa peine. Il sait que dans 2-3 ans, il sortira de la prison. Toi, ta peine, c'est un CDI. Tu ne sais pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Tu es là, comme ça, et t'attends. D'ailleurs, c'est drôle, mais tu sais que plus ça va durer, moins ça passera aux yeux, socialement ça passera moins. C'est-à-dire que voilà, les gens te donneront leur soutien 2-3 mois, mais si ça perdure, tu seras vu comme une sorte de gosse perdu, une sorte de chouineuse. Sauf que, quoi qu'en pensent les gens, c'est là. La vérité, c'est que t'as pas besoin de conseils, t'en as pas besoin parce que tu les as essayés. Non, le mieux qu'on puisse te donner, c'est du courage et de la motivation. Parce que les conseils, ça sert à rien, c'est du vent. Voilà, tu dis à une personne, fais ci, fais ça, tu te barres, la personne va pas les faire. Ou même si elle les fera, ça ne marchera pas, quoi. Ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Faut comprendre que dans cette situation, le désespoir, la désillusion est si profonde que tu ne crois plus en la rédemption. Dieu est mort. Dieu est mort au final. Et même plus loin, en fait, t'as peur de ravoir de l'espoir parce que tu sais qu'une autre déception, ça te sera fatal. Ce qui marche, c'est du courage, de la motivation. Ça guérit pas du tout, hein. Mais ça a l'avantage de faire penser à autre chose quelques heures, de redevenir imbécile. Car au fond, c'est ça qu'on demande, d'être des énormes imbéciles. Prenez les films banals, il y a souvent un personnage qui est intelligent et un autre qui est imbécile. Regarde, on prend Shrek et Lan par exemple. Je sais pas, on prend Bojack et Todd, on prend Naruto et Sasuke, enfin je sais pas, plein de scénarios banals où il y a tout le temps cette composition. Et bien parmi ces personnages-là, qui est le plus heureux? Qui est le plus heureux? Je vous pose la question. Mais c'est l'imbécile. Et même rappelez-vous quand nous étions gosses, on était imbéciles. Mais je répète, imbécile ça veut pas dire stupide, ça veut pas dire bête, ça veut plutôt dire insouciant. Quand vous souffrez, en fait, vous le ressentez jusque dans vos tripes, même c'est physique, quoi. Vous avez mal au cœur, vous ne mangez pas trop, vous ne dormez pas, ça trahit. C'est vraiment, ça se ressent, quoi. C'est une espèce d'une énorme boule. Je veux dire par là qu'on ne doute pas de son malheur, qu'on ne doute pas de la souffrance. Mais quand vous êtes heureux, et pas joyeux, parce que attention, la joie c'est différent. En fait, la joie c'est plus vif. Quand on est joyeux, c'est temporaire. Je sais pas, vous êtes joyeux quand vous apprenez que vos amis vous organisent un anniversaire surprise. Là, vous êtes joyeux. Tandis qu'être heureux, c'est un état qui est un peu plus durable. Eh bien, quand vous êtes heureux, vous ne le ressentez pas. Et c'est ça le drame. Le bonheur est lié à la non-pensée. On se dit jamais « je suis heureux ». On se dit pas ça. En fait, la différence entre le bonheur et la souffrance, c'est que le bonheur, ça se vit, tandis que la souffrance, eh bien, ça se ressent. Et c'est pour cette raison que très souvent, on reconnaît son bonheur qu'après coup. Je me rappelle, c'est André Comte-Sponville qui disait ça dans son livre Le bonheur désespérément. Il écrit le bonheur, c'est ce qui se vit et qui ne se sait pas forcément. Et quand vous perdez cet être cher, vous vous dites merde, quoi. Mais merde, j'étais vraiment heureux avec. Quand vous vous remémorez vos vieux souvenirs passés, vous vous dites la même chose, quoi. J'étais heureux. Et c'est un peu un drame parce que ça veut dire que le bonheur ne se vit qu'en nostalgie. Vous savez, moi je ne crois pas les gens qui me disent le bonheur, ça n'existe pas. Je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux. Si tu arrives à te remémorer des moments heureux, des moments où tu avais du bonheur, parce que ça existe. La différence, c'est que pour moi, je dis le bonheur ne se reconnaît qu'après coup, parce qu'il se vit. Enfin bref, sur ce, bonne journée ou bonne soirée. N'hésitez pas à rejoindre mon Patreon pour augmenter votre culture.
Au revoir.